États-Unis, deuxième partie. Aujourd'hui, on couvre le 20e et le 21e siècle. Alors, 20e siècle, je fais un survol rapide parce que c'est vraiment l'ascension des États-Unis, c'est là qu'ils décollent, hein? C'est là qu'ils deviennent la superpuissance qu'ils sont aujourd'hui et c'est là aussi où les États-Unis vont briller. Alors, et ce décollage-là, ils le font à partir de quand? Ils le font à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, les États-Unis rentrent très tardivement dans la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est 1914 à 1918. Eux entrent en guerre en 1917. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils attendu si longtemps, d'après vous, pour entrer en guerre? Je pose la question. Il n'y a pas de piège. Allez-y, Daphné. C'était pas genre la doctrine Monroe qu'on se mêle de nos affaires ou pas de même? Oui, c'est ça. Pas des affaires des autres? Oui, excellent. Écoute, c'est exactement ça. Il y a un principe qui a été élaboré aux États-Unis en 1821 par un président américain que peu connaissent, qui s'appelle James Monroe, et on appelait ça la doctrine Monroe. Et la doctrine Monroe, ce qu'elle dit, c'est que on demande, les États-Unis ne s'ingèrent pas dans les affaires du reste de la planète et à l'inverse, le reste de la planète n'a pas affaire à s'ingérer dans les affaires de l'Amérique. Mais l'Amérique avec un A majuscule qui inclut le continent américain et non uniquement les États-Unis. C'est ça la nuance. Donc, les États-Unis se réservent le droit d'intervenir dans tous les pays d'Amérique, que ce soit Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Mais pour eux autres, c'est ça leur carré de sable. Mais ils ne veulent pas que les puissances étrangères viennent s'ingérer dans leurs affaires et en échange, eux autres ne veulent pas se mêler de ce qui se passe ailleurs. C'est ça la doctrine Monroe. Alors, super bon, Daphné, effectivement, c'est le principe de non-ingérence, OK? Mais il arrive quelque chose, c'est que les États-Unis vendent du matériel militaire aux deux côtés en passant. Hein. Ils en vendent à l'Angleterre, à la France durant la Première Guerre mondiale et ils en vendent aussi à l'Allemagne, à l'Empire austro-hongrois, et aux Turcs. Sauf que il y a un sous-marin allemand, un U-boat, qui va lancer des torpilles et qui va couler un paquebot américain qui s'appelle le Lusitania. Et ça va faire basculer les États-Unis du côté de la France, de l'Angleterre. Donc, et c'est ça que vraiment, parce que qui va amener les Américains à rentrer en guerre, qui va mettre fin à la guerre. Parce que les Américains, à ce moment-là, depuis 1880, se sont lourdement industrialisés, sont rendus avec un paquet d'usines. Et ces usines-là, on les reconvertit pour produire du matériel militaire en masse. Des fusils, des balles, des canons, des premiers avions, naturellement, des chars d'assaut. Et on fait déboucher ça sur le champ de bataille. Le champ de bataille, la Première Guerre, c'est une guerre de tranchées. Les gens sont enterrés, ils s'enterrent vivants. Ils creusent des tunnels et ils se cachent dans ces tunnels-là. Pourquoi? Parce que des deux côtés, on a des canons très, très puissants. Les obus, quand ils éclatent comme ça. Alors, si toi, tu es en dessous du sol, tu es comme protégé. C'est pour ça qu'on s'enterre. Mais là, les Américains arrivent et là, tu avais les Allemands d'un côté, mettons, les Canadiens, les Anglais, les Français de l'autre côté. Ils étaient face à face des fois, là, collés, là, à quelques mètres de distance les uns des autres. Et là, ça faisait des mois, des fois des années, ils se battaient pour un pouce, puis pour un autre pouce de terre l'autre bord. Et là, les Américains arrivent et ils vont venir permettre aux Alliés de repousser les Allemands et l'Allemagne va capituler en 1918. Vas-y, Alexis. C'est un peu comme qu'est-ce qui se passe maintenant, comme à propos du trafic d'armes. Comme, tu sais, il y a des armes qui s'en vont en Arabie Saoudite, il y en a qui s'en vont partout dans le monde. Là. La vente d'armes, là, c'est un phénomène qui est très, très répandu. Hein? On en parle très peu dans les pays industrialisés. Pardon? Bonjour, Ulysse. Donc, c'est un phénomène qui est très, très répandu que la vente d'armes. Et en passant le Canada, est-ce que vous saviez qu'on est un gros producteur d'armes et on est un gros exportateur d'armes? On produit des mitrailleuses, des munitions, on exporte des blindés, des chars d'assaut.
beaucoup, en grande quantité. OK? Donc, on est des gros, gros vendeurs d'armes au Canada. On est un des plus gros vendeurs d'armes. On est dans le top 5. Ah, je t'entends pas, Alexis. Non, je peux pas parler. Ah, OK. Parce que je te voyais faire. Fait que je dis, Mais pourquoi on ne les garde pas d'abord? on regarde pourquoi? Parce que si on est un si gros producteur d'armes que ça, je veux dire, techniquement, si on les gardait plus pour nous, on serait une armée beaucoup plus puissante. Je ne sais pas, Parce qu'il y a bien plus d'argent à faire en les vendant qu'en les gardant. On n'est pas un pays. Le Canada, c'est pas un pays guerrier. C'est un pays qui fait traditionnellement, du moins depuis les 50-60 dernières années, on fait du maintien de la paix. Tu sais. On était dépêchés aux quatre coins de la terre pour faire des missions de maintien de la paix. Fait qu'on on n'est pas là pour montrer les bras. Là. On est là, au contraire, pour essayer d'apaiser le jeu puis de trouver des solutions pour régler des conflits. Et une fois que les conflits sont terminés, essayer de maintenir la paix, s'assurer que ça ne réchauffe pas, que le feu ne repogne pas. Tu comprends? Donc, mais de l'autre côté, on n'aille pas ça, vendre des armes parce que c'est très payant. Et un fusil, mettons, qui te coûte 100$ à fabriquer, ben tu peux le vendre 10 000$. Une munition, par exemple, pour, je ne sais pas moi, un avion de combat, là, une balle de mitrailleuse, là, de mitrailleuse lourde sur un avion de combat, là, c'est des milliers de dollars la balle. La balle. Fait que quand tu tires, là, tu vois ça, par exemple, là, des robots qui tirent à partir de navires puis qui sont capables de tirer 10 000 balles à la minute. Tu entends littéralement 10 de même. Ouais. C'est les balles qui partent. Tu te dis, chaque balle te coûte 1500$. Ça te coûte 1500$ la balle. Tu viens d'en tirer 10 000. Ça te donne une idée, là. Fait que c'est très, très payant pour les fabricants d'armes et pour le Canada. Et la plupart des sociétés manufacturières d'armes au Canada sont basées en Ontario. L'Ontario fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Alors, c'est le pan manufacturier. On revient aux États-Unis, parce qu'on s'était écarté un petit peu. Là. Oui. Donc, Première Guerre mondiale se termine. Les États-Unis démontrent qu'ils sont des grands joueurs. On a le président Woodrow Wilson. Vous vous souvenez, les notes en relations internationales, on l'avait vu ça ensemble. Je vous l'avais expliqué. Il va pousser l'idée de la SDN, la Société des Nations, créer la Société des Nations, veut en faire partie, mais le Congrès américain refuse à ce qu'ils disent que ça a été fait dans leur dos. Et donc, la SDN, cette créature américaine, n'aura jamais les États-Unis comme partie à la table. De toute façon, c'est aujourd'hui que c'était une organisation internationale extrêmement faible et déficiente. Donc, on a les années 20 qui sont les années folles. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là? Les prêtres américains réussissent à convaincre avec des ligues de tempérance de faire interdire la consommation d'alcool aux États-Unis. Oh, ça sent Al Capone, ça. Effectivement, ça va déboucher effectivement sur Al Capone. Et donc, à ce moment-là, on interdit à la grandeur du territoire américain la vente et la consommation d'alcool. Le Canada va suivre, va faire comme les États-Unis dans toutes les provinces canadiennes sauf une, le Québec. Yeah! Le Québec, nous autres, regarde, c'est hors de question qu'on interdise l'alcool. Mais pourquoi le Québec a fait différemment du reste de l'Amérique du Nord, selon vous? Je vous pose la question pour le fun. Ben, parce qu'on est... pas qu'on est différent, mais je veux dire, on est comme un peu le mouton noir en Amérique du Nord. En voulant dire, genre, qu'on est comme un peu des... on est comme des Canadiens, un peu, là. Fait que nous autres, on est comme des Canadiens français. Donc, nous autres, pour nous, genre, on veut garder nos... Tu touches à quelque chose, mais ça a rapport avec la religion. Le reste de l'Amérique du Nord, c'est des chrétiens protestants. OK? Donc, il y a un paquet de courants à l'intérieur du protestantisme, mais le reste du Canada, le reste, presque l'ensemble des États-Unis, sont très majoritairement anglo-protestants. OK? Alors que nous, au Québec, on est des catholiques. On était des catholiques. Et c'est cette différence-là
qui amène une perception différente au niveau de la philosophie qui va faire en sorte que nous autres, on va continuer à boire de l'alcool parce que c'est bien vu dans la religion catholique, alors que c'est mal vu dans la religion protestante et ça amène, entre autres, les ligues de tempérance. Hein, l'alcool, c'est le diable. Il y a beaucoup de gens qui le percevaient comme ça. Et effectivement, ça va donner naissance à une période, un nouvel âge d'or dans les années 20, où là, il y a de la contrebande d'alcool qui se fait. À partir de Montréal, l'alcool est acheminé jusqu'en Ontario, jusqu'au Grand Lac, et transporté sur les Grands Lacs par le père du futur président des États-Unis, John F. Kennedy, Joe Kennedy, qui transporte ça jusqu'à Chicago en barrique. Et débarque les barriques-là, les vends à Al Capone et au crime organisé, c'est redistribué partout à travers les États-Unis dans des bars illégaux. Donc, des fois, des arrière-boutiques, des sous-sols, des casinos illégaux. Des cabarets. Pardon? Des cabarets. Des cabarets, effectivement. Beaucoup de cabarets. Et ça, on appelle ça des speakeasy. OK? Donc, les speakeasy, c'est des endroits, c'est des bars illégaux. Et ça, c'est durant toutes les années 20. Et donc, Joe Kennedy va faire énormément d'argent avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? C'est une campagne présidentielle. Il va l'investir massivement à la bourse. Ah. Il va acheter des actions. Il va faire cracher à la bourse. Oui, c'est exactement ça qui va arriver. OK? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en le 29 octobre 1929, il va vendre massivement. En fait, je pense que c'est la veille qu'il le fait. Fait que c'est le 28 octobre 1929. Il va vendre massivement ses actions en fin de journée. Et quand il va vendre massivement parce qu'il a besoin d'argent pour je ne sais pas trop quel projet, là, et ça va créer littéralement, parce que lui, c'est des millions et des millions. En fait, c'est des dizaines de millions de dollars, mais des dizaines de millions de dollars en 1929, c'est comme des milliards et des milliards de dollars aujourd'hui. Là. C'est énormément d'argent. Là. Il va liquider ses actions d'un coup. Ça va créer un mouvement de panique. Et les gens vont se mettre à vendre leurs actions de façon massive. OK? Et en vendant leurs actions de façon massive, pouf, ça déclenche le crash boursier du 29 octobre 1929. Alors, le fameux vendredi noir, le Black Friday. Et là, c'est le début de la crise. Donc, il va durer presque 10 ans. On arrive avec la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, vous le savez, vont s'illustrer durant la Deuxième Guerre mondiale. Si je vous demande qui est la grande puissance gagnante de la Deuxième Guerre, vous me répondez quoi? États-Unis. États-Unis? La Pologne. Pologne? Moi, je dirais l'URSS, honnêtement. L'Union soviétique? Je dirais l'URSS. L'Union soviétique? Ouais, ils ont tout écrasé. Je pourrais y aller aussi de ce côté-là. Jessie, Marianne, Angie, est-ce que vous avez une opinion sur la chose? Moi, j'aurais dit l'Angleterre, mais genre vraiment avec aucune connaissance. Genre juste... OK. Ouais, ben c'est pas genre... il me semble qu'il y a 3 pays là, gagnants. Oui. En tout cas. OK. Non, mais c'est correct, c'est correct. Vraiment, la grande gagnante, c'est l'Union soviétique. C'est les Russes. OK? C'est les Russes. Sauf que, avec le temps, comme tout de suite après la Deuxième Guerre va s'installer la guerre froide entre les Russes et les Américains, il faut que tu choisisses un bord. Et il y a énormément de propagande qui va se faire de la part des Américains. En fait, il y a de la propagande qui se fait des deux côtés, on s'entend, là. Les Américains tirent sur leur bord de couverte. Et nous, comme on est du même côté que les Américains, c'est nos voisins, c'est nos alliés, c'est nos amis, ben on a la propagande américaine qui rentre. Et aujourd'hui, en 2020, quand on fait un sondage auprès des jeunes et auprès des gens en général, on leur demande qui est la grande puissance gagnante de la Deuxième Guerre, la majorité des gens vont répondre les États-Unis. OK? Mais si tu avais posé la même question en juin 1945, l'ensemble de la planète t'aurait répondu l'Union soviétique. Parce que c'est eux autres qui ont fait le grand sacrifice. C'est eux autres qui sont rentrés dans Berlin. OK? Hitler s'est tué, s'est suicidé parce que les Russes étaient à 2 coins de rue du bunker. OK?
Pas parce que les Américains étaient là. D'ailleurs, si les Américains étaient là, Hitler ne se serait pas suicidé. Non, il y aurait eu plus de chances de survivre. Hitler rêvait de voir les Américains arriver en premier. Parce qu'il disait, si c'est les Américains qui nous prennent, on est sauvés, on va être traités de façon humaine. Alors que si c'est les Soviétiques qui arrivent en premier, Oublie ça. on est dans la marde. On leur en a fait tellement baver en Ukraine qu'ils vont se revenger. Et c'est ce que les Russes faisaient. Il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été épouvantable, mais ça a été épouvantable pour tout le monde des deux bords. Ça a été épouvantable, par exemple, on parlait des Juifs dans les camps de concentration, les Tziganes, les handicapés, etc., écoute, qui se sont ramassés dans les camps d'extermination. Mais à l'inverse, tu sais, nous autres, les Alliés, là, Canadiens, là, on avait des bombardiers. À Avro-Lancaster, là, on survolait la ville de Hambourg, on survolait Berlin. OK? À partir de 1944, là, il n'y a plus de défense, presque plus de défense aérienne. Il y a des canons antiaériens, on tire. Les autres, ils tirent. Puis une fois de temps en temps, ils pognent nos avions. Mais on largue des dizaines de milliers de tonnes de bombes à tous les jours sur ces villes-là. Et c'est des bombes incendiaires. Et là, les gens de la population, c'est de la population civile. Ce pas des militaires en bas, là. C'est des civils. Shit. C'est des femmes avec des enfants, avec des bébés. Puis là, ils vont se cacher dans des bunkers souterrains. C'est des bombes au phosphore. Puis quand ça brûle à une chaleur qui est tellement élevée que ça prend tout l'oxygène qu'il y a dans l'air. OK? Fait que même si tu es dans le bunker, ça se peut que, soit tu cuis à l'intérieur du bunker, ou deux, que tu suffoques puis que tu n'aies plus d'air parce que le phosphore blanc, brûle tout l'oxygène qu'il y a autour. Et tu tombes endormi puis tu meurs d'anoxie. Donc, tu meurs parce que tu manques d'air. OK? Et ça arrivait souvent que quand le bombardement était terminé, il y avait, mettons, des gardes, des landivers qui allaient ouvrir le bunker de Hambourg, par exemple. Et là, on trouvait des centaines de personnes qui étaient dans le bunker qui étaient tous morts parce qu'il y avait manqué d'air. Ça, c'est nous qui avons fait ça. OK? Fait que des atrocités, il s'en est fait des deux bords. Et les Russes se sont payés à la traite. Les Russes, nous, on bombardait, eux, c'était au sol. Et on dit qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas une fille ou une femme entre 7 et 77 ans qui n'avait pas été au moins une fois violée en Allemagne. OK? En Allemagne de l'Est? Il n'y en avait pas une. Non, dans toute l'Allemagne. Mon Dieu. Il n'y avait pas une femme allemande de 7 à 77 ans qui avait été épargnée par des agressions sexuelles et des viols. OK? Et ceux qui perpétraient ces viols-là, c'était des alliés, très majoritairement des Soviétiques, des Russes, mais il y en a eu aussi de notre bord. OK? Et ça, c'est une réalité historique que nous cachons. On ne le dit pas, ça, qu'on a fait ça. Pourquoi? Parce que c'est honteux. C'est dégueulasse. C'est sauvage. C'est sauvage. OK? Puis, on veut essayer de se donner le beau rôle. Mais la vérité, c'est qu'on a fait ces choses-là. Alors, moi, ma job, c'est entre autres de vous dire que c'est arrivé, puis que oui, on l'a fait. On fait des belles choses, on en fait des moins belles. Et ça fait partie des moins belles choses qui ont été faites. Puis, c'est important de savoir que c'est arrivé. OK? Donc, guerre froide s'installe après la Deuxième Guerre mondiale. Au début, les États-Unis ont le dessus du pavé sur les Russes. Pourquoi? Parce que leur pays n'est pas ravagé. Parce que les Américains ont la bombe nucléaire. Aussi. Les Russes ne l'ont pas. S'il y a une Troisième Guerre mondiale, parce qu'en dès la fin de la guerre, là, les deux se rencontrent. Les deux nouvelles puissances se rencontrent, les Russes et les Américains. Et c'est sûr, déjà, en partant, ils se serrent la main, là, mais ils savent déjà que dans quelques mois, il va y avoir un conflit entre les deux, puis on se prépare à une Troisième Guerre mondiale. La seule chose qui va empêcher les Russes de faire une Troisième Guerre mondiale, c'est le fait que les Américains ont fait sauter 2 bombes atomiques au Japon et qu'ils en ont un inventaire et que les Russes n'en ont pas. Nagasaki et Hiroshima. Voilà.
et qu'ils en ont des dizaines d'autres qui peuvent utiliser lors d'une troisième guerre mondiale, qui sont maintenant plus puissantes et qui peuvent larguer sur toutes les grandes villes russes. Mm. OK? Et c'est ça qui retient les Russes. Et là, les Russes vont tout faire pour mettre la main sur la bombe. Et là, tu vas avoir le fameux couple Rosenberg qui va réussir à voler les plans de la bombe nucléaire, à les donner à l'Union soviétique. Et là, il y a un équilibre qui se crée. Et là, la guerre froide ne peut pas réchauffer. Parce que Non. si elle réchauffe, c'est une troisième guerre mondiale. OK? Mais la troisième guerre mondiale, c'est une fin du monde, c'est l'apocalypse. Parce que tu vas larguer assez de bombes nucléaires sur la planète que toute vie humaine, ou presque, va finir. On va tomber comme dans le jeu Fallout. Hein? On va se ramasser comme dans Fallout. Ouais, c'est ça. Avec des gros rats du scorpion. OK. Uh-huh. Mais c'est ça la vérité. C'est ça qui est... Alors, on veut éviter ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? Les États-Unis et les Russes, chacun de leur côté, se font la guerre un à l'autre, mais au lieu de s'en faire face à face, ils la font par pays interposés. Fait qu'on prend des petits pays alliés et on se fait la guerre. Et vous vous souvenez, on avait jasé ensemble en classe de la fameuse conférence de Yalta. Hein? Et à Yalta, on s'était séparé le monde en deux. On s'était dit, ça, c'est la zone d'influence américaine capitaliste. Et de l'autre bord, c'est la zone d'influence russe, soviétique, communiste. Fait que ça, c'est ton carré de sable, ça, c'est ton carré de sable, chacun dans son carré de sable, pas de chicane. Naturellement. Ah, Vas-y, Alexis. ben, Cuba, c'est communiste. Oui, mais ça ne l'était pas au début. Ouais. Et là, c'est ça. Cuba, c'est un bon exemple. Parce que là, naturellement, les Russes, eux autres, ils ont leur carré de sable, mais ils aimeraient ça l'agrandir. Parce que l'idée suprême du communisme, c'est que toute la planète au complet devienne communiste. Un Red Storm, c'est ça? La Red Storm, c'est ça? Oui. Qui parle? Oui. Donc, c'est de... vraiment de répandre pour que toute la Terre au complet devienne socialiste, devienne communiste. Tout le monde est égal partout sur la planète. Regarde comment ça va être beau. Hein? Il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de famine. C'est ça qu'on fait miroiter comme image. C'est le contraire, en fait. Mais bon. C'est pas trop fort, mais c'est ça quand même. C'est Staline qui va affamer littéralement comme 30 millions de personnes en Ukraine pour prendre le blé pour pouvoir s'en servir à des fins personnelles. Là. Ou Mao en Chine. Même Mao affaire. en Chine, la révolution culturelle, effectivement, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est ça, là. C'est ça le contexte. Et donc, dans ce contexte de guerre froide-là, ils se font la guerre par pays interposés. Fait que le premier conflit qui va survenir, c'est la guerre de Corée en 1951 à 1953. OK? Et là, c'est les communistes qui essayent de prendre le contrôle de la Corée. Ça fonctionne, ils prennent le contrôle de toute la Corée. Là, les États-Unis font ding, 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 ça ne se passera pas de même. Résolution aux Nations unies, force militaire internationale, réussissent à rentrer en Corée, à repousser les communistes jusqu'au, je pense, c'est le 60e parallèle. Là, ils font une ligne là. 35e ou... Je me souviens Je sais pas c'est plus. combien. Je me souviens plus c'est lequel. Oh là! C'est parce que dans le documentaire Apocalypse, la guerre des mondes, ça le dit exactement le combienième parallèle dans l'épisode. Vous allez m'excuser, je peux aller vérifier, OK? Non, c'est correct, ça va. Faudrait que j'y retourne, faudrait que j'aille relire mes affaires parce que ça fait longtemps. C'est des notions qui datent quand même un petit peu. Là. Et donc, ils vont repousser jusqu'au fameux parallèle et ça va devenir là, une espèce de frontière tampon. Et officiellement, les deux pays sont toujours en guerre. Et le Canada, d'ailleurs, on est toujours en guerre avec la Corée du Nord, mais on est en cessez-le-feu. Donc, depuis 1953-54. Et donc, le Vietnam, c'est la même chose. La guerre du Vietnam, les Américains vont être entraînés dans le Vietnam parce que c'est une ancienne colonie, une colonie française. Les Français sortent d'Indochine. Les États-Unis ne veulent pas laisser le terrain aux communistes. Donc, vont commencer à envoyer des conseillers militaires pour aider l'armée capitaliste vietnamienne. Et finalement, ils vont finir par littéralement envoyer des dizaines, des centaines de milliers d'hommes au sol pour aller combattre les Viet Cong, la force communiste dirigée par un leader qui a fait ses études en passant à Paris, à la Sorbonne, qui s'appelle Ho Chi Minh. Et donc, Ho Chi Minh, lui, va réussir son pari d'une guerre d'attrition, d'une guerre de guérilla. Il va gagner cette guerre-là
Et donc, c'est la honte pour les États-Unis parce qu'une superpuissance est défaite par une puissance mineure. OK? Et les États-Unis vont prendre leur revanche. Ils ne vont pas le faire sur Ho Chi Minh, mais ils vont le faire sur celui qui est en arrière de Ho Chi Minh. Et d'ailleurs, c'est les Russes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va arriver dans les années 80, les Russes tentent de faire, de prendre le contrôle complet de l'Afghanistan. Et là, les Américains vont payer des talibans, vont les équiper, et ils vont prendre un leader proche des talibans, un certain Osama Ben Laden. Ils vont le former par la CIA pour qu'il devienne un formateur qui est capable de montrer aux autres talibans comment combattre les Soviétiques, faire de la guerre de guérilla, disparaître. OK? Et il fournit de l'équipement fourni et ça va fonctionner. C'est une guerre d'usure qui va durer presque 10 ans, que les Afghans vont gagner. OK? Et naturellement, donc, grâce aux Américains et grâce à Oussama Ben Laden, qui éventuellement, vous le savez, va se revirer de bord. OK? Et là, on est rendu dans les années 90. Années 90, qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est la fin de l'Union soviétique parce que dans les années 80, il y a eu une course à l'armement. Un président américain, un républicain qui s'appelle Ronald Reagan, un ancien acteur d'Hollywood qui faisait des films de cow-boys, qui décide de devenir président des États-Unis, qui va devenir un des plus grands présidents américains du 20e siècle. Et lui, il défie ouvertement le pouvoir des Soviétiques et il dit « Nous autres, on est capable de pisser plus loin que vous autres. On a une plus grosse, puis on pisse plus loin. » Wow! OK? Fait que là, vous allez me dire « Ouais, ben là, mais les Russes vont embarquer là-dedans. Puis les Russes vont dire « C'est pas vrai, on a une aussi grosse que vous autres, puis nous autres aussi, on pisse aussi loin que vous autres. » Et ça va donner un concours d'enflure. Ça va vraiment être celui qui va réussir à dépasser l'autre. Sauf que la production, la capacité de production américaine est de très, très, très loin supérieure à celle des Soviétiques. Mais ça, il faut être un expert pour le savoir. Parce que à hauteur d'homme ou à hauteur de femme, quand on regarde la puissance des Russes là, dans les années 80, là, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ils font des grands défilés militaires où il y a 100, 150, 200 000 soldats qui défilent dans les rues avec des chars d'assaut, avec des missiles nucléaires montés sur le derrière des camions. Les jets, c'est impressionnant. Tu te dis, hey, s'ils nous attaquent, on est tellement dans la merde. Comment tu veux qu'on réussisse à gagner contre ces gens-là? Ils sont beaucoup trop puissants. Ça, c'est l'image que projette l'Union soviétique. OK? Mais c'est un vernis. C'est une petite peinture sur le dessus parce qu'en réalité, en dessous, ils sont fragiles. Et ça, l'immense majorité des gens l'ignorent, ne le savent pas. Ce qui va le révéler, c'est vraiment avec Tchernobyl et la course à la Lune. C'est les deux événements qui vont vraiment révéler la faiblesse. Et ultimement, on pense que Tchernobyl, c'est un des gros facteurs qui a amené la fin de l'Union soviétique, du moins plus rapidement. Parce qu'il n'y avait pas les capacités pour décontaminer. Il était vraiment, vraiment dans une situation problématique. Et là, c'est l'Europe de l'Est qui va commencer à se disloquer avec l'Allemagne. Hein? Vous saviez, l'Allemagne avait été séparée en deux. L'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. On le voyait dans le fameux... de Berlin. Dans Deutschland, l'émission Deutschland, que j'ai mis... j'ai pas mis le lien encore, je pense. Hein? Je vais le mettre aujourd'hui. Donc, il annonce la pluie pour le reste de la journée. Alors, si ça vous tente de vous faire un petit marathon de Deutschland, je vais le mettre disponible. Je vais mettre Deutschland 83 et je vais même mettre la suite Deutschland 86 qui est sortie l'automne passé. Donc, vous pourrez l'écouter si vous voulez. Okay? Je pense qu'il l'a sur Série Plus, quelque chose du genre. Possible. Mais moi, je l'ai donc sur Google Drive. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez le visionner si ça vous tente. OK? Ulysse montre son brocoli. Ah, d'accord.
C'est bon, les brocolis, de Il toute n'y a plus de façon. brocoli, je pense qu'il l'a mangé. Puis il nous montre un pouce dans les airs. Ah ben. Bon, on continue. Donc, on est dans les années 90, chute de l'Union soviétique, les États-Unis deviennent la seule et unique superpuissance. Mais les Américains vont être des mauvais gagnants. Ça, on ne le dit pas souvent. OK? Mais c'est une réalité. Les Américains vont être de très mauvais gagnants. Écoute, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, là, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont fait ce qu'on a appelé le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction de l'Europe et de redressement des deux grands ennemis des États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Ils vont investir à l'époque, en 1945, des milliards de dollars. À l'époque où $1 milliard, c'est comme aujourd'hui des trilliards et des trilliards. Là. Tu sais, pour donner une idée, là, c'est considérable la quantité d'argent qu'ils vont injecter dans l'Allemagne et dans le Japon. Et ça va tellement bien fonctionner, le plan Marshall, que l'Allemagne et le Japon vont devenir deux des plus grandes puissances économiques du 20e siècle. Et encore de nos jours. Encore de nos jours. Le Japon est un chef de file au niveau de la production, au niveau de l'électronique, au niveau de l'automobile, dans tellement de domaines. L'Allemagne, même chose. Ouais. Même chose. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait que deux pays qui étaient complètement détruits, ravagés en 1945, vont devenir de 1950 à aujourd'hui d'immenses puissances économiques? Réponse, les États-Unis via le plan Marshall. Les États-Unis auraient dû faire exactement la même chose avec l'Union soviétique. Mais ils ne le feront pas. Ils vont les laisser à eux-mêmes. Et en les laissant à eux-mêmes, ça va créer une amertume parce qu'avec la chute de l'Union soviétique, on tente une démocratie qui fonctionne plus ou moins. On se ramasse avec des oligarques, une espèce de mafia russe qui prend le contrôle de pans entiers de l'économie. Et il va falloir attendre un certain Vladimir Poutine à la fin des années 90 pour voir ce gars-là reprendre le contrôle, les rênes de l'appareil russe et transformer l'État russe non plus en... C'est pas une démocratie, c'est pas un régime totalitaire non plus, c'est quelque chose à cheval entre les deux que Poutine va construire, qui va devenir l'État donc de Poutine. OK? Et au lieu de devenir un allié des Américains, ça devient à nouveau un rival. Mais ce rival-là est en train de s'allier avec un autre adversaire, tu viens de le nommer, la Chine. OK? Et ça, les États-Unis, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, faisaient tout pour éviter que ça arrive, que la Chine et les Russes s'allient ensemble. Et c'est en train de se produire depuis environ comme 4-5 ans. Parce que la balance serait plus du tout équilibrée, rendu là. Ça entraîne un déséquilibre. Alors, je vous propose, il nous reste environ une vingtaine de minutes, je vous propose le visionnement de 2 petites capsules. Une première qui porte sur justement un comparatif entre cette puissance émergente qui est la Chine versus les États-Unis. Ça a été fait à la fin de 2018. Et après ça, naturellement, je recueille vos commentaires, vos questions. Je vous le dis tout de suite, c'est intéressant, mais c'est pas comme 7 milliards de suspects. C'est un peu plus terne au niveau de la présentation. OK? Okay. Mais après ça, je recueille vos impressions, vos questions. Alors, je cherche. C'est ici. Non, c'est pas lui. C'est lui, mais c'est pas lui. Je vais juste aller changer ça. C'est lui. Juste m'assurer qu'il est bien loadé. OK. Ça va avec ça? C'est beau? Alors, je le pars.
Vers la fin de 2014, nous avons appris que la Chine était devenue la première puissance économique mondiale, son PIB dépassant désormais celui des États-Unis. Très bien, mais quel PIB? Calculé comment? Et puis, le terme de puissance recouvre quoi au juste? Alors aujourd'hui, nous avons choisi un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de comparer plus précisément la puissance de la Chine et celle des États-Unis. Voici les États-Unis et la Chine. Ce sont deux géants géographiques et démographiques. Ils ont à peu près la même superficie. En revanche, les États-Unis ont une population de 320 millions d'habitants contre 1,4 milliard pour la Chine, soit 4 fois plus. Mais le nombre n'est pas un avantage durable. Ce qui compte, c'est le dynamisme de la population et il repose sur la fécondité, vous voyez les chiffres pour les États-Unis et pour la Chine, et l'apport migratoire, soit le nombre d'immigrés diminué de celui d'émigrés. La population américaine est donc plus dynamique que la population chinoise, elle vieillira donc moins vite. D'ailleurs, on le voit avec l'évolution de la part des 65 ans et plus dans la population totale des deux pays entre aujourd'hui et 2050. Le vieillissement de la population est un handicap car il entraîne une augmentation des dépenses de santé, des dépenses de retraite et diminue la part des personnes en âge de travailler. Donc, la Chine se voit désavantagée. Maintenant, allons voir l'économie, car c'est dans ce domaine que l'ascension de la Chine a le plus marqué les esprits. En 2014, de nombreux journaux avaient annoncé que la Chine était devenue la première puissance économique mondiale, car son PIB, calculé en parité de pouvoir d'achat, a alors dépassé celui des États-Unis. Et loin derrière, on trouve l'Inde, le Japon et l'Allemagne. Mais attention au mode de calcul. Si l'on regarde le PIB par habitant pour la même année, les États-Unis se retrouvent en 9e position et la Chine 84e position. Attention aussi à l'indicateur choisi, car le PIB ne permet pas d'évaluer le niveau de développement d'un pays, contrairement à l'indice de développement humain. Alors, vous vous souvenez, en éducation financière, cette semaine, en fait la semaine passée, on parlait justement ensemble du PIB, donc du produit intérieur brut, qui est une mesure de richesse. Ça nous permet, entre autres, de mesurer des phénomènes tels que l'inflation. Ça nous permet aussi d'établir un comparatif entre un ou des pays au niveau de la richesse. Alors, vous avez le PIB national, qu'on appelle aussi le PNB, produit national brut. Alors, vous voyez ici que la Chine outrepasse les États-Unis, mais quand on le compare au niveau de la richesse individuelle, aux États-Unis, un Américain moyen produit et a une richesse d'autour de 54 700 $, alors que ton citoyen chinois a autour de 13 000 $ par année. OK? Ça va? Allô? Oui. OK, tout Moi, le j'ai monde. une question. Vas-y, Daphné. Vu que parce que tu disais la deuxième donnée, ils ne sont pas aussi hauts, ça voudrait dire, est-ce que ça voudrait dire que leur richesse, si on veut, est moins bien répartie? Comme Absolument. l'écart de richesse est plus grand. Exactement, c'est exactement ça. Donc, au prorata de la population, il y a une grosse partie de la population chinoise qui vit sous le seuil de la pauvreté. OK? Donc, il y a beaucoup plus de pauvres qu'il y a de gens dans la classe moyenne ou qui sont plus aisés, disons. OK? Donc, ça, c'est le premier facteur. Donc, je poursuis avec notre capsule vidéo. Et avec cet indicateur, on constate que les États-Unis sont 5e et la Chine, sans Hong Kong, 91e. Enfin, la puissance économique, ce n'est pas seulement le PIB. Il y a aussi la place dans le commerce mondial. Et pour s'y faire une place, justement, la Chine a dû se plier aux règles de l'économie mondiale, aujourd'hui appliquées par la Banque mondiale, le FMI et l'OMC. Ces règles sont nées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elles correspondent au modèle économique classique du capitalisme financier, libéralisation des échanges et des flux financiers, ouverture des marchés, des régulations notamment. Et à partir de la fin des années 1970, la Chine s'est progressivement convertie à ces règles.
Elle est membre de l'OMC depuis 2001, comme de nombreux autres États. Et la Chine est devenue la première puissance commerciale mondiale de marchandises, car en 2013, elle représentait 18% du commerce mondial de marchandises devant l'Union européenne et les États-Unis. La Chine est le premier fournisseur de marchandises des États-Unis et les États-Unis sont son premier client. Les exportations de marchandises de la Chine vers les États-Unis représentaient 460 milliards de dollars en 2013. Il y a donc une compétition commerciale entre la Chine et les États-Unis combinée à une interdépendance. Et cette situation a une incidence sur la gouvernance mondiale. Voici les traditionnelles 7 grandes puissances économiques qui forment le G7. La montée en puissance des émergents et la crise financière de 2008 ont remis en cause la domination de ces pays sur la gouvernance économique mondiale, et ils ont dû admettre qu'ils ne pouvaient gérer la crise de 2008 sans les pays émergents. C'est pourquoi ils ont reconnu le G20, qui comprend les émergents et donc la Chine, comme le nouveau principal forum économique mondial. Enfin, autre paramètre de la puissance économique, il y a la monnaie. Grâce au dollar, les États-Unis disposent d'un fort avantage. À titre d'exemple, en août 2014, 42% des transactions mondiales ont été réalisées en dollars, contre 1,6% en yuan, la monnaie chinoise, et 31% pour l'euro. Eh bien, c'est dire à quel point l'économie mondiale repose sur le dollar, contrôlé par la Réserve fédérale américaine. Passons maintenant au volet militaire. La Chine et les États-Unis font tous deux partie du club des 5 États qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et qui détiennent l'arme nucléaire. Maintenant, si nous regardons les dépenses militaires nationales les plus importantes pour 2013, on le voit, les États-Unis sont loin devant. Mais si on regarde l'évolution des dépenses militaires des États-Unis et de la Chine ces 10 dernières années, eh bien on voit que les dépenses chinoises ont été multipliées par 3, alors que les dépenses américaines diminuent. L'augmentation constante du budget militaire chinois entraîne d'ailleurs une vraie inquiétude chez les pays voisins de la Chine en Asie. Vous voyez maintenant sur cette carte les principales bases et installations militaires américaines, ainsi que les alliés des États-Unis, dont la plupart font partie de l'OTAN. Eh bien, la majorité de ces États dépendent des États-Unis pour assurer leur sécurité. Et la Chine, elle, ne dispose que de quelques points d'appui militaires potentiels, et seulement en Asie. Elle fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont l'un des objectifs est de limiter l'influence de l'OTAN, et donc des États-Unis, en Asie. On le voit, la domination des États-Unis sur le plan militaire est très nette, alors que la Chine cherche à rattraper son retard, y compris dans le domaine spatial. Les États-Unis dominent ce secteur avec un budget de 39 milliards de dollars en 2013, puis vient la Chine avec un budget de 6 milliards de dollars. La Chine, en effet, est entrée dans le club très fermé des puissances spatiales en 2003, avec l'envoi dans l'espace du premier taïkonaute. Elle est ainsi devenue le 3e pays à envoyer des hommes dans l'espace par ses propres moyens, 40 ans après l'Union soviétique et les États-Unis. Donc pourquoi investir dans le domaine spatial? Eh bien, le développement d'un tel programme permet le contrôle de satellites d'observation et de communication stratégique sur les plans militaires et économiques, mais c'est aussi un symbole de puissance, car il prouve la maîtrise d'une technologie avancée dont peu de pays ont la capacité. Donc les technologies, l'innovation, la recherche sont un facteur à part entière de la puissance. Mais pour en arriver là, un gros effort doit être apporté à la formation des élites et des chercheurs. Donc regardons le classement mondial des universités élaboré par le Times pour 2014-2015. Sur les 10 premières universités mondiales, 7 sont américaines. Les premières universités chinoises se trouvent, elles, à la 43e et 48e place. Et selon l'UNESCO, les États-Unis étaient en 2012 le premier pays d'accueil d'étudiants étrangers avec 19% d'entre eux présents aux États-Unis et la première destination des étudiants chinois. En 2012, 30% des étudiants chinois présents à l'étranger se trouvaient aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'une grande partie de la future élite mondiale, et surtout chinoise, se forme en fait aux États-Unis. Or, l'enseignement est un très fort vecteur des valeurs du pays d'accueil.
Et là, on touche à un nouvel aspect de la puissance qui ne se résume plus au seul volet économique, militaire, technologique. La puissance est aussi l'influence qu'exerce un pays sur les autres à travers sa culture, ses idées, sa langue, ses représentations, son mode de consommation. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le soft power. Comment le mesure-t-on? Prenons l'exemple du cinéma. Voici les 10 films les plus vus dans le monde en 2014, calculés à partir des recettes générées par les films. Tous sont américains. Et cela indique les importants moyens de l'industrie cinématographique du pays, qui est aussi un puissant instrument de diffusion des valeurs américaines. Et c'est pour cette raison que la Chine a instauré un quota pour l'importation des films d'étrangers. Maintenant, terminons notre comparaison par les réseaux sociaux. Sur les 10 réseaux sociaux les plus utilisés, en janvier 2015, 6 d'entre eux sont d'origine américaine et totalisent 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. 3 sont chinois et 1 est russe. Alors si les réseaux sociaux chinois connaissent un certain succès, c'est tout simplement parce que Facebook et Twitter, entre autres, sont interdits en Chine, car ils sont perçus par les autorités comme une menace à l'égard du pouvoir du Parti communiste chinois, ce qui indique bien qu'il s'agit là d'une forme de puissance. Alors donc, puissance américaine contre puissance chinoise, qui gagne le match et y a-t-il vraiment un vainqueur? Je vais aller un petit peu plus loin même, parce que ça, on date de 2018. On peut faire un lien même, on parlait de l'Internet puis des logiciels, Huawei. Vous avez cette entreprise chinoise qui est Huawei. Vous savez que d'ailleurs, une de ses dirigeantes, qui est la fille du grand patron de Huawei, Meng Wanzhou, qui est enfermée. On s'entend, elle est enfermée, est assignée à résidence, elle vit dans un manoir de je ne sais pas combien de millions de dollars à Vancouver. Et elle est assignée à résidence parce que les États-Unis demandent son extradition pour la juger pour ne pas avoir respecté un embargo. La Chine et tous les pays du monde sont supposés respecter un embargo technologique et technique envers l'Iran. Et Huawei, via Meng Wanzhou, aurait bravé cette interdiction-là et aurait accepté de faire du commerce. Alors, les Américains veulent avoir son extradition pour la juger. Et là, le Canada, donc, a retenu Meng Wanzhou qui était venu au Canada. Et depuis ce temps-là, la Chine fait la baboune au Canada, puis pas rien qu'à peu près. Puis plus que ça, ils ont pris des anciens diplomates canadiens qui sont emprisonnés, eux autres, depuis plus qu'1 an. Ils sont accusés de crimes d'espionnage alors que la preuve ne tient pas la route. Mais c'est comme une espèce de monnaie d'échange que tente d'imposer la Chine au Canada pour ravoir Meng Wanzhou. Alors, ça vous donne une idée, là. Il y a une atmosphère de guerre froide qui est en train de se réinstaller. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé, que j'ai insisté un petit peu tantôt dans ma première partie de cours sur la guerre froide entre l'Union soviétique et les Américains, parce que premièrement, c'est un marqueur historique important de l'histoire du 20e siècle. Puis parler des États-Unis, on ne peut pas faire autrement que d'en parler de la guerre froide. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui s'en vient, là, pour les prochains mois et les prochaines années, c'est une nouvelle guerre froide. Mais ça ne sera plus avec l'Union soviétique, elle n'existe plus. Ça va être avec la Chine. C'est en train de s'installer. Et ça explique aussi pourquoi presque tous les pays occidentaux et européens, présentement, sont en train de dénoncer la Chine et on parle de plus en plus de fermer toutes les usines donc, qui étaient en Chine, qui étaient opérées par l'Occident pour les rapatrier, pour les ramener en Europe, pour les ramener en Amérique, ou encore pour les envoyer dans d'autres économies qui seraient plus des alliés des pays occidentaux, des États-Unis surtout, du Canada accessoirement. Donc, on s'en va là-dedans, là, OK? Alors, je vous annonce ce qui s'en vient pour les 10, 20, 30 prochaines années. C'est là-dedans qu'on s'en va. Ben voilà. Puis là, on parle de Donald Trump. Là, c'est Trump qui est au pouvoir. Là. Les gens disent cette guerre froide-là a lieu à cause de Trump. Moi, je vous dis non, pas du tout. Peu importe le président qui aurait été en poste, on s'en allait là-dedans. C'était inévitable. Il y a un bras de fer qui s'engage parce que c'est au niveau idéologique.
OK? C'est des puissances rivales. Et si il y a un documentaire extrêmement intéressant que je vais aussi vous coller dans le Classroom, que je vous recommande d'aller voir. En fait, même, j'ai le goût de vous demander d'aller le visionner, là, qui explique justement Xi Jinping, qui est le président chinois. C'est un président qui s'est élu à vie, là, et l'histoire de ce gars-là est de voir que ce gars-là est un anti-occidental. Et ça, on n'entend pas ça souvent, là, mais il est vraiment comme contre l'Occident. Et lui, il voit l'Occident comme un peuple, une civilisation qui a asservi la sienne. Puis là, il sert d'un exemple historique, il sert de la guerre des boxeurs qui a eu lieu entre l'Angleterre et la Chine à la fin des années 1800 pour dire, ben regardez, c'est ce que l'Occident a fait à la Chine. Tu sais? Et il sort de ça pour dire, moi, je veux que la Chine devienne la superpuissance mondiale, casse le monde occidental et le mette à genoux. Ça, c'est le plan de Xi Jinping sur le long terme. En gros, c'est comme un peu le... Tu sais, dans le documentaire, là, ça parlait de 7 milliards de suspects. En fait, en gros, c'est ce que la Chine veut faire. En fait, c'est exporter son genre de programme de notation dans des pays capitalistes pour, en fait, nous... ce ne serait pas nous mettre à genoux, mais pour eux, oui, parce qu'en fait, on adopterait un peu leur méthode, genre de... Mais je ne sais pas si vous comprenez, mais... Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, mais non. Ça, c'est un instrument parmi tant d'autres. En fait, c'est plus un instrument de contrôle puis d'asservissement de sa propre population. OK? Donc, c'est pour avoir la mainmise puis le contrôle absolu sur les individus au sein de sa propre société. Et pouvoir aussi contrôler ses alliés. Alors, la Chine est en train de se faire un réseau d'alliés dans le tiers-monde et dans des pays émergents. Et c'est vraiment un outil pour les contrôler eux. OK? Maintenant, ce que l'Occident va faire de son bord, ça, c'est un autre paire de manches, là. Mais il y a un clash qui s'en vient et c'est une guerre froide parce que la guerre, encore une fois, ne peut pas réchauffer. Ils ne peuvent pas se battre directement, ces deux puissances nucléaires. OK? À moins que les Américains aient des avantages techniques, je pense entre autres notamment au fameux projet noir, là, qu'il y a des rumeurs qui serait en orbite présentement, qui est le projet Thor. OK? Qui neutraliserait les armes nucléaires à partir de l'espace. Là. C'est ça, je vous en avais déjà parlé. Hein? Ouais. C'est projet Thor, genre Thor, le dieu de la foudre. Oui, c'est des plateformes satellitaires, donc des plateformes qui sont en orbite géostationnaire, en haute orbite, et ils sont armés de missiles en tungstène qui sont hyper accélérés par des railguns. OK? Donc, c'est comme des canons à impulsion électromagnétique. Donc, les canons électromagnétiques accélèrent les missiles à des vitesses suprasoniques. On parle de Mach 15, donc 15 fois la vitesse du son. OK? C'est rapide. Et c'est rapide en chien. OK? Alors, quand tu appuies sur la gâchette, clac, ça passe cette affaire-là. Mach 15, tungstène, métal le plus solide de la planète Terre. OK? Et ton missile rentre à Mach 15 directement sur une cible, supposément capable de frapper une cible de la grosseur d'un paquet de cigarettes. OK? Et quand il frappe comme une bombe nucléaire. Donc, il fait avec le même niveau de destruction qu'une bombe nucléaire de 20 mégatonnes. Sauf qu'il n'y a pas de radioactivité. Sauf qu'il n'y a aucune radioactivité. Puis clairement, ça devient une arme de tu peux utiliser ça genre pour faire de la... Ben, pourquoi pas utiliser, comme vous avez dit, le missile capable de prendre une grosse vitesse? Comme pourquoi pas prendre ce principe-là puis comme le mettre dans genre la découverte spatiale puis tout là? La découverte, je comprends pas ce que tu veux dire. Vous dites que le missile lancé par genre la plateforme satellitaire, oui. Est capable d'aller très, 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 très vite. Oui. Comme pourquoi pas utiliser cette vitesse genre dans la découverte spatiale? Genre, tu sais, comme on peut l'utiliser dans l'espace, mais le problème, c'est que dès que tu rentres dans l'atmosphère terrestre, premièrement, ton missile, là, il pogne en feu, puis il commence à se désintégrer. OK? Mais il va tellement vite qu'il a le temps de frapper son objectif, puis d'exploser, puis de faire énormément de dommages,
n'y a pas de charge explosive. Hein. C'est vraiment comme une boulet de tungstène solide. Et quand il frappe, il fait énormément de dommages en se vaporisant, en faisant un cratère quasiment nucléaire, là, mais sans radiation. Donc c'est ça. Puis mais dans l'espace, écoute, parce qu'il n'y aura pas de... Si tu mets du monde à l'intérieur de ton gudule ou de l'électronique, ton électronique, elle risque de buster. Là. Tu comprends? L'accélération est tellement rapide que ça risque d'endommager ton électronique ou encore, imagine-toi, tu aurais des astronautes à l'intérieur de ça pour aller sur Mars, par exemple. Non, Pas avoir une accélération qui est aussi importante sans avoir des équipements électroniques pour limiter l'inertie. La Okay? pression en G serait trop élevée. Il mourrait instantanément. Fait que ça te prend absolument comme des générateurs artificiels d'inertie puis des générateurs artificiels de gravité à l'intérieur de ton vaisseau spatial pour être capable de voyager à des vitesses qui deviennent importantes, comme on pense, par exemple, entre autres, éventuellement d'être capable d'aller au quart de la vitesse de la lumière puis d'envoyer une sonde sur Proxima B du Centaure. On parle de faire ça d'ici 10 ans, là. Mais ça, c'est avec une technologie qui nous permettrait de voyager au un quart de la vitesse de la lumière. Mais tu n'as pas d'individu, il n'y aura pas personne. Là. On n'a pas la technologie encore pour ça. Non, on n'est pas ça avancé. Okay? Bref, les Américains auraient encore un avantage technologique certain pour un bout de temps. Ils ont une avance. Puis vous avez vu le budget militaire des États-Unis versus le budget militaire des Chinois. La Chine n'arrive pas encore à la cheville des Américains au niveau des dépenses militaires, puis ça se reflète aussi au niveau de la technologie. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer la Chine pour autant, parce que justement, elle est en ascension et son ascension est vers l'exponentiel. Maintenant, est-ce que le fait que le monde occidental veut retirer ses billes du monde industriel chinois va entraîner des changements au niveau de la richesse et du développement de la Chine? Oui, je pense que fort probablement, oui. Mais on aura l'occasion de le découvrir dans les prochains mois et dans les prochaines années, de voir comment ça va s'articuler. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Daphné. Ça sert à quoi de s'armer autant nucléairement si techniquement, si t'es rendu à les utiliser, tout le monde est capote, là, je sais pas. Genre, il y a beaucoup investi là-dedans, mais ils n'ont même pas comme l'assurance maladie, je sais pas. C'est comme le système de santé, c'est moins beau là-bas, me semble. Ça permet à la puissance nucléaire de dire, ben, tu peux pas m'attaquer. Tu ne peux pas venir sur mon territoire. Et d'en avoir autant, c'est une démonstration de puissance. C'est vraiment... Il y a un vieux principe qui remonte, en fait, c'est officiellement au Moyen-Âge, mais dans les faits, c'est beaucoup plus vieux que ça, là. Puis je l'ai déjà dit en classe, c'est un adage anglo-saxon qui dit « Might makes right ». La force fait le droit, te donne le droit de faire ce que tu veux. OK? Might makes right. Et dans le fond, c'est les États, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. OK? Parce qu'ils s'établissent dans la hiérarchie des puissances. Alors, voilà pourquoi la Chine fait ça, voilà pourquoi les États-Unis ont fait ça, voilà pourquoi tant de nations, de grands de ce monde agissent de cette façon-là. Avez-vous d'autres questions? Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Moi, c'est pour clarifier. Le brocoli, tantôt, c'est un accident. Ah non, c'était très drôle. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Il n'y a pas de problème, Ulysse, garde. C'est très sympathique, j'aime ça. Hey, écoutez, moi, j'ai terminé avec vous aujourd'hui. Je vais aller mettre dans quelques instants donc, le lien pour Deutschland et je vais vous mettre le lien aussi pour le fameux documentaire que je vous ai parlé sur Xi Jinping, si ça vous tente d'aller le voir. OK. Comme je vous ai dit, ils nous annoncent la flotte au bout aujourd'hui. Et, oui. C'est quand qu'on va voter pour le prochain pays? Je ne comprends pas la question. Vous avez parlé de vote comme Oui, on va faire ça genre là. Okay. Donc, je vais mettre les fameux liens dont je vous ai parlé. Maintenant, la semaine prochaine en monde, donc lundi prochain, je veux savoir de quel pays vous voulez que je vous donne 3 choix. OK? La Chine, Israël
ou encore la Russie? Oh, c'est trop bien intéressant, ça le pire. OK. Israël? Ouais. OK. OK. J'en ai combien pour Israël? J'ai Marianne. J'en ai-tu d'autres? Ouais. OK, 2. OK, j'en ai 2 pour Israël. La Chine. J'ai Ulysse. Moi, je suis un peu indécise. Là. Levez votre main, la petite main là, virtuelle. Mais levez votre petite main virtuelle. Là. Je peux-tu, moi? OK? Il faut que tu cliques ces 3 petits points. Puis que Ceux pour la Chine, c'est ça, vous cliquez ces 3 petits points. Ces 3 petits points, main levée. OK? Donc, la Chine, c'est non. Puis la Russie. Oh, let's go. Ah non, la Russie, hein, clairement. Hein. Clairement, la Russie. Moi, je vais dire Israël. J'ai juste pas eu le temps de comme dire OK. trop. Mais... OK, attends, on va le refaire, OK? Israël, attends, C'est ma main. baisse ta main. OK. Israël, levez votre main. OK, fait que j'en ai 2 pour 3. OK. Fait que moi, j'arrive pas à le trouver. Ben, ça va être Israël. Parce que j'en ai 3, là. J'ai une majorité pour Israël. C'est très intéressant en passant à Israël. Fait qu'on va parler de ça lundi prochain, 10h. Je vais vous recoller le lien, encore une fois. Partagez aussi à vos camarades de classe et à vos amis si ça leur tente de joindre à nous pour lundi prochain, 10h. Et je mets les liens disponibles. Mercredi, soyez là. Éducation financière, on continue ensemble à parler de macroéconomie. On va parler des mécanismes, comment qu'un État peut contrôler son taux de chômage et comment un État, puis c'est très, très à propos avec la crise économique qui s'en vient dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est très, très à propos, et comment qu'on peut freiner l'inflation, donc l'augmentation des prix. C'est quelque chose qui s'en vient. Daphné et Jessie. Vas-y, Daphné. Oups, moi, c'est une erreur. J'ai juste pas baissé ma main. Pas de problème, pas de problème. Daphné, je t'en prie. Moi, je me demandais, parce que moi, j'ai un petit peu de la misère en éducation financière, mais je me demandais, comme pour le cahier qu'on avait, parce que là, ils l'ont mis en ligne, mais est-ce que vous pensez que ça aide de faire les fiches qu'on avait ou non? Bien, c'est sûr que ça ne nuit pas, mais là, présentement, ce qu'on fait, c'est de la macroéconomie. Donc, la macroéconomie en tant que telle est officiellement même pas au programme du ministère de l'Éducation. Mais mettons... Donc, je vais faire des choses que vous allez voir au cégep l'année prochaine. Okay. Vous avez de l'avance. Ça, c'est vraiment nice. Fait que vous allez arriver, là, puis tout le monde va vouloir être votre meilleur ami parce que vous allez comprendre des choses que le prof va expliquer que le reste de la classe ne comprendra pas. Parce que vous allez déjà l'avoir vu avec moi. Les mécanismes sur la monnaie, etc., là, la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, les taux d'inflation, etc. C'est pas vu, ça, au secondaire, là. Donc, ce que je fais avec vous, c'est quelque chose qui n'est pas fait par mes autres collègues de travail. C'est pas au programme. Moi, je vous le fais faire parce que je pense que c'est fondamental que vous ayez un survol et ça vous rend la tâche plus facile quand vous allez être au cégep. Alors, voilà pourquoi je le fais avec vous. Ça va? Oui. Ouais. Merci d'avoir été là encore ce matin. Je vous donne rendez-vous donc Merci mercredi. à vous. Avec grand plaisir. Mercredi matin, 10h. Je vous attends. Prenez soin de vous autres. Parfait. Excellente Bye. journée. Bye-bye, Merci. Bye. Bye.